Bonjour tout le monde et bienvenue dans le dernier Mes Lectures de l'année 2021. On se retrouve après 24 jours où j'ai parlé de 24 dessinateurs dans le calendrier de l'Avent 2021, qui était donc un calendrier de l'Avent spécial dessinateur, spécial mangaka. J'espère que vous avez kiffé le concept. L'année prochaine, j'ai déjà le concept en tête, je vais parler de dessinatrices, parce que je me suis rendu compte que sur 24 dessinateurs, j'ai mis 23 monsieur pour une dame. Je me dis, tiens, je mettrais peut-être en avant cette fois 24 dessinatrices de tout genre, de tout horizon, de toute époque. Ça serait peut-être intéressant. Mais pour l'heure, on n'est pas là pour ça. On doit parler de lecture. Et en fait, bah là, je vais faire en une seule grosse vidéo. Alors, je vais sûrement aller très très vite. Je vais pas passer des heures et des heures à parler de chaque tome. Je pense que des fois, je vais juste passer dire j'ai lu ça et puis basta, comme font d'autres youtubeurs manga. Parce que là, il y a une très très grosse pile. Euh, j'ai même pas tout mis. Mais voilà, je sais pas si ça vous fait une idée, mais en fait, il y a genre tout ça. Voilà, genre il y a tout ça comme bouquin. Alors là, je fais un petit arrêt sur image pour faire la miniature de la vidéo, ce sera juste cette page-là. Voilà, je crois qu'il y a une trentaine de bouquins, plus quelques BD, et encore, il n'y a pas tout. Il y a quelques bouquins que j'ai foutu à côté parce que c'était trop lourd, et que là, j'arriverai pas à les soulever. Voilà, il y a quand même plein de bonnes choses, il y a pas mal d'éditeurs, il y a beaucoup de Pika, beaucoup de Kiun, quelques Delcourt Tonkam. On va parler de je sais pas encore dans quel ordre. Là, franchement, j'ai rien préparé. Je vais juste prendre dans la pile et je vais en parler comme ça à la When Again. Et on commence avec du Kiun. Alors d'abord, il y a le tome 10 des Liens du Sang. C'est toujours aussi bien. Clairement, les Liens du Sang, c'est une tuerie. Je trouve que le tome il va vraiment encore plus dans le délire horreur, avec la mère qui fait vraiment ultra flipper. Et je crois que la série est toujours pas terminée au Japon, il y a déjà 12 tomes, ce qui fait que quand le tome 12 va arriver, ça sera la série la plus longue de Shuzo Oshimi à être éditée en France, et je crois même que c'est une de ses plus longues au Japon. C'est génial. Clairement, si vous n'avez toujours pas commencé, allez-y. Alors par contre, sa copine, je crois que c'est Yukio, je la sens pas. Clairement, je sens qu'il va y avoir une douille là-dessus. Ah, mais souvent les copines des héros dans les Shuzo Oshimi, ça se termine pas toujours super bien. Donc ensuite, je fais pas de coupure. Jujutsu Kaisen, tome 12. On est toujours dans l'arc, donc c'est... je sais plus comment ça s'appelle cet arc-là. Shibuya. J'ai oublié le nom, j'allais dire Shifuyu, mais non, Shifuyu c'est autre chose. C'est un personnage d'un manga. C'est vraiment cool. On m'avait dit que l'arc Shibuya c'était une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors, je sais pas qui est ce personnage-là, je crois que c'est Mei Mei, donc cet exercice qui pense qu'au pognon, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, elle lui ressemble à cause des cheveux blancs. J'ai kiffé les combats, notamment le prof avec les lunettes qui fait son délire de 7 tiers, là, etc. 7 sur 3 ou 7 sur 10, là. Génial. Il y a le passage où Itadori rencontre le dernier frère Fœtus. J'ai bégayé, donc là j'ai hâte d'avoir le tome 13 pour savoir la suite. C'est génial. Gigante, tome 8 sur 10. Alors je crois qu'au mois de mai 2022, on aura le 10e et dernier tome de cette série, donc de Hiroyuki Oku, l'auteur de Gantz et de Last Hero Inuyashiki. Voilà, ça se lit en 30 secondes, hein. Clairement, en montre en main, je pense que je me relirai les 10 tomes de Gigante quand ils arriveront, ça me prendra 1 heure ou deux. C'est pas un défaut, mais c'est parce que moi je trouve que c'est aussi une sa marque de fabrique de proposer une narration qui fait que t'enchaînes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, parce qu'il s'enchaîne les scènes d'action, et c'est vraiment plaisant à lire, même si c'est pas son meilleur titre. Clairement, là j'arrive au tome 8 sur 10, on est quasiment à la fin, je trouve ça moins bien que Gantz, et moins bien que l'Astéro Niyashiki. Et maintenant, on termine avec les racailles de l'autre monde, tome 3 sur 3. Alors, je sais qu'il y a une partie 2 qui est prévue, mais pour l'instant, il n'y a pas d'annonce, ou alors j'ai raté quelque chose. Voilà, c'était cool. J'ai bien aimé le délire avec le nouveau personnage qui est un peu Suzoku, et donc avec ce tome-là, on a toute la bande qui est créée, donc, parce qu'au début, on nous parle des 8 princes, machin truc, il y a un délire avec, je crois qu'en plus dans le japonais, il y a un délire, c'est pas les racailles de l'autre monde, le titre en japonais, mais c'est un délire avec 8 princes, etc. Et donc là, il y a 8 racailles qui se sont réunis, donc les 4 héros de base, les 2 d'un autre lycée, et 2 Bosozoku d'un autre lycée aussi, donc ce qui fait qu'il y a 8 personnages principaux, j'adore le bouffon, le personnage du bouffon, il est génial. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, enfin quand ça arrivera, et je vous conseille, c'est une série en 3 tomes pour l'instant, même si en théorie c'est le 3e tome, je pense qu'il y aura une partie 2 qui
J'espère que ça notera tome 4, ils vont pas refaire un reboot de numérotation, ça serait un peu bizarre, parce que surtout que ça termine vraiment sur une fin ouverte, où c'est on part à l'aventure, c'est limite, ils ont fini la première arène dans Pokémon, et après on part à la prochaine aventure. Donc voilà, ça c'était mes lectures Kiyun, on passe aux prochains éditeurs. On parle de Panini avec Sidou, tome 9 et tome 10, alors j'ai le Lone Wolf Uncub qui est là, alors j'ai retiré la jaquette pour le lire parce que c'est quand même plus agréable, je l'ai toujours pas commencé, donc j'en parlerai en 2022, ce sera sûrement l'un des premiers mangas chauds de l'année prochaine, parce que, comme j'ai dit, hein, Théma, la taille du bouquin, le truc il est énorme, il fait 8 tomes de One Piece, c'est un truc de malade, donc je vais le lire, un de ces 4, dans pas longtemps, et j'en parlerai dans un manga chaud, parce que il mérite, voilà. J'ai fait une vidéo sur TikTok, pour ceux qui l'ignorent, où je parle un petit peu du bouquin en tant que tel, parce que c'est, comme je dis, Théma, la taille du loup, en reprenant la blague de Théma, la taille du rat. Je pense que vous avez compris la blague, je vais pas l'expliquer. Donc Sidou, tome 9 et tome 10, c'est vraiment super cool. Alors, en lisant le tome 9, je me posais une question par rapport à un manga qui s'appelle Chirulan, où ça se passe avec la création du Shisengumi, etc. Et je trouvais que la fin du tome me faisait coïncider avec Shilohan, ce qui se passe en ce moment. Et le tome 10 a confirmé, en fait, c'est que là, avec le tome 10, les héros rencontrent Hijikata et une bonne partie des membres du Shinsengumi qu'on voit dans Shilolan, ce qui fait qu'en fait, les événements qu'on a dans ces tomes-là coïncident avec ce qu'on a en ce moment dans Shilolan. Et c'est vraiment cool, c'est que si on suit les deux séries en même temps, qui vont se continuer à sortir, eh ben on va voir la même histoire, en tant qu'histoire du Japon, racontée par deux auteurs et de 2 points de vue différents, parce que dans Sidou, on suit 2 personnages fictifs qui vont vivre les événements, et dans Shiran, c'est une aventure un petit peu what the fuck avec les vrais personnages. Parce que quand je dis what the fuck, ils ressemblaient pas vraiment à ça, là on dirait vraiment des personnages très modernes dans leur allure, et donc voilà. En tout cas, Sidou, j'ai beaucoup aimé, surtout le tome 10, où le grand frère affronte... c'est Hijikata, je crois. Je sais plus, j'ai un doute si c'est le héros de Shirulan, et j'ai un doute si c'est Hijikata. Non, Hajime Saito, c'est un autre personnage. Donc non, c'est Hijikata, c'est sûr et certain. On reste dans les délires des samouraïs avec Shirulan, tome 5. Donc comme je l'ai dit, ce qui se passe plus ou moins dans ce tome-là fait un peu écho à Sidou. C'est vraiment super cool. Alors j'ai beaucoup aimé parce que là c'est vraiment un tome où on se consacre pas mal sur Hajime Saito qu'on voyait dans le tome précédent qui était sur la couverture et qu'on voyait dans la fin du tome. C'est vraiment cool. Et alors là j'ai hâte de lire les prochains tomes parce que le Shinsengumi, on va dire, existe sans appeler encore le Shinsengumi. Et on sent qu'il y a 2 groupes dans ce grand groupe, ce qui fait que il va y avoir des tensions, je pense, entre le groupe de Jikata, qui existe depuis très longtemps, qui sont potes depuis très longtemps, et donc le groupe de Serizawa, qui en plus il y a des tensions entre certains des membres. Ça va éclater, et ça va créer le Shinsengumi, c'est sûr et certain. Voilà, donc Shirulan, je conseille, c'est vraiment super bien. Tant que j'y suis avec Mangetsu, j'ai aussi le premier tome sur 2 des chefs-d'œuvre de Lovecraft, donc c'est le 3e tome de la collection Lovecraft. Junji Ito, excusez-moi. Donc c'est le 3e tome de la collection Junji Ito chez Mangetsu. J'ai bien aimé, mais c'est pas mon titre préféré. Spirale et Tomie sont vraiment très très hauts pour moi dans mon cœur. C'est parce que, alors déjà, c'est comparé à Tomie et à Spirale et à Gyo et à d'autres titres, c'est un recueil d'histoires courtes qu'a écrit Junji Ito, qui sont pour lui ses meilleures histoires. C'est des très bonnes histoires, il y en a quelques-unes que j'avais déjà vues avec l'animé sur Junji Ito Collection, qui est sur Crunchyroll, notamment, je crois, ce qui est le plus dégueulasse, c'est la dernière avec la Grèce, je vais en parler juste après, mais il y a celle qu'on voit sur la tranche, donc la femme qui fait peur. Il y a plein d'histoires que j'avais déjà lues, enfin déjà vues avec l'animé, les pantins, qui sont très bonnes, il y a pas mal de bonnes histoires, il y a quelques-unes où j'étais un peu moins dedans, et mes préférés, je pense que ça reste donc la femme qui fait peur, là, c'est celle qu'on voit sur le dos. Il y a l'histoire des pantins, que je trouve vraiment géniale, et il y a l'histoire de la Grèce. Ah, la scène où t'as le grand frère qui se presse les boutons, ça dégouline sur sa petite sœur, j'ai failli gerber. C'est dégueulasse, mais c'est génial. Donc je pense que Paris réussit pour Junji Ito, parce que pour moi c'est le genre d'horreur qui doit bousculer un peu les gens, de déstabiliser, et il a réussi. Et il y a aussi l'histoire qu'on voit là, c'est celle avec les trous, qui est assez dérangeante. Mais voilà, c'est vraiment bien, mais je pense que c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour les gens pour découvrir, parce qu'ils découvrent plein de choses de Junji Ito, mais c'est pas le meilleur titre. Après, c'est une sorte d'indispensable, parce que je pense pas qu'on aura une chance de lire d'autres histoires de Junji Ito, mis à part dans cette collection. Ces histoires-là, on les aurait sûrement jamais eues. Ah oui,
l'histoire de Tomie est vraiment très très cool aussi. Celle avec Kuya, qui était aussi dans l'anime collection, ça je m'en souviens, avec cette histoire où il y a un mec qui veut peindre une fille et elle dit non c'est moche, tu dessines mal, et il s'entraîne, et à la fin il la dessine telle qu'elle est vraiment, donc un monstre, et elle pète un câble. Et donc je savais pas que c'était une histoire de Tomie. Quand j'ai vu l'anime, je me souviens, quand je l'ai lu, je dis ah tiens je m'en souviens, et après j'ai fait tilt, je dis oh putain c'est une histoire de Tomie en fait, c'est génial. Donc je vous conseille, si vous connaissez pas après, c'est peut-être une bonne porte d'entrée dans Junji Ito, mais c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas c'est une bonne porte d'entrée, voilà. On parle de Haikyuu, tome 43, donc il reste plus que 2 tomes, allez, février, on a le tome 44, en avril, allez, mai, j'espère que la série sera terminée, parce que, mine de rien, j'ai lu les 40 et quelques tomes français l'année dernière, après Noël, c'était une partie de mes cadeaux de Noël, j'ai lu les derniers tomes en scan, hein, parce que je voulais découvrir la fin. Je me dis que, ah non, putain, on n'a toujours pas terminé. C'est horrible. C'est horrible. Mais voilà, Haikyuu, c'est vraiment bien. Donc là, ça marque le retour de Hinata, qui revient du Brésil, si je dis pas de bêtises, et qui rejoint une équipe et qui va affronter l'équipe donc de son rival de toujours, Tobio. Bon, j'ai oublié le nom de famille. Et donc là, c'est un peu l'arc final où les grands joueurs de toutes les équipes se sont dans 2 autres équipes qui vont s'affronter, et t'as tous les autres joueurs de toutes les autres équipes qu'ils ont affronté qui vont voir ce match. Ce qui est un peu dommage, j'aurais aimé, parce que je sais comment ça termine le manga, ça se termine par une Coupe du Monde, ils vont à une Coupe du Monde, et ça aurait été tellement cool de voir une vraie Coupe du Monde, où t'as une équipe de ouf avec tous les meilleurs joueurs, mais il y a tellement de bons personnages que c'est un peu dur de se dire « Ah, on met celui-là, mais pas celui-ci », parce que, par exemple, dans l'équipe de Hinata, t'as... Bokuto là, donc le mec, l'équipe du Hibou, t'as l'un des 2 jumeaux, t'avais l'un des meilleurs attaquants de l'époque de Tokyo, quand ils faisaient le tournoi, et dans l'équipe donc de Tobio, t'as le petit gamin qui était comme Hinata, t'as le mec qui était gaucher, qui était dans la meilleure équipe de leur région, et là, rien que ça, j'aurais voulu tous les voir, donc c'est un peu compliqué de mettre tout le monde dans une seule équipe, parce que bah, déjà t'as 2 passeurs, t'as plein d'attaquants, et il faut mettre un peu tout le monde, c'est un peu compliqué, donc je comprends d'avoir fait ça, mais j'aurais aimé alors peut-être un arc un peu plus long, où il y a plus d'autres équipes, voir d'autres équipes s'affronter dans une sorte de petit tournoi professionnel. Mais bon, c'est un choix qu'a fait l'auteur, parce que là, j'avoue que ça s'arrête que tome 45, je suis un petit peu dégoûté, j'aurais aimé peut-être 10 tomes sur un tournoi, un arc où ils sont professionnels, ça aurait été génial. Voilà, Haikyuu, c'est trop bien, je vous conseille. Maintenant, on parle rapidement du 4e et dernier tome de 17 ans, une chronique du mal, donc la fin de cette histoire... tiré d'une histoire vraie où une jeune fille s'est fait enlever, séquestrer, violer par une bande de lycéens. Et bah la fin est à l'image du manga, c'est dur. Voilà, clairement, c'est un manga qui déstabilise. Très dur à lire par moment. Là, le tome 4 est un peu plus facile à lire parce que c'est la conclusion, on va dire. Il vécut heureux, il y a beaucoup d'enfants, on va dire ça entre d'énormes guillemets. Parce que voilà, les méchants sont arrêtés, les gentils sont sauvés, mais la scène où l'héroïne retrouve sa sœur dans la chambre et qu'elle ressemble plus à rien, c'est chaud. Clairement, c'est chaud. C'est un manga à lire, juste pour vous déstabiliser, juste un truc pour vous choquer un petit peu. C'est au moins, il faut le lire au moins une fois, ce genre de bouquin dans sa vie, pour être un peu choqué, pour être un peu déstabilisé. Après, voilà, âme sensible, s'abstenir. C'est au tour de Kurokawa avec le 11e tome, donc soit le 120e de Hippo. Et j'étais un peu au courant, mais ça se voyait venir, que plus le combat durait, plus Hippo galérait, et moins il avait de chances de gagner. Et bah il se passe ce qui se passe, le combat se termine contre Guevara par la défaite de Hippo, qui perd... c'est sa 3e défaite de toute sa carrière, mais c'est la 2e quasiment d'affilée, avec un Hippo qui est brisé. Clairement, là, en plus, ça colle avec le titre The Fighting, non, c'était le président qui s'appelle L'Ombre du Champion, donc avec un Hippo qui est brisé. La page où tu vois qu'il est dans un coin, il tombe par terre, et en fait toute la page est blanche, c'était juste un petit coin où tu vois Hippo, je la trouve super belle. C'est un super tome, il reste plus que... On est à la moitié de la saison 6, donc de cet arc, on va dire, de Hippo. Donc là, on va être sur un arc, d'après ce que j'ai compris, je me suis fait un petit peu spoil les tomes japonais, on va être sur un Hippo en mode, est-ce que j'arrête ou non ma carrière, qui était déjà un peu le début de la saison 6, et là ça va vraiment être beaucoup plus mis en avant parce qu'il est encore perdu, est-ce qu'il va pouvoir se relever, surtout qu'on parlait du fait qu'il avait peut-être l'ivresse du boxeur, ça commence peut-être à s'intensifier, je crois qu'il va devenir un petit peu entraîneur, voilà, Hippo, j'ai hâte de lire cette série, la suite, parce que on arrive dans un tournant de la série où elle va vraiment totalement changer, et là je suis très très curieux. Et alors,
on passe à autre chose. Je pose hippo. Le 3e tome de Pokémon épée et bouclier. Alors, on a enchaîné les tomes parce que ça fait 3 tomes en une seule année. On est quasiment plus de la moitié du jeu vidéo parce que là, ils ont battu la championne. Ils affrontent le champion Spectre. Ils affrontent. Enfin, le héros, Giuseppe et donc toute sa bande d'amis. Ils affrontent aussi la championne de type fée. Et ils arrivent à la ville où il y a Choix le champion de type glace, ou son fils qui est le champion de type sol, ou roche, je sais plus exactement. Donc en termes d'arène, il en reste plus que 2. Après ça, il reste la ville où il y a le type ténèbres et le dernier champion. Après c'est la ligue, il y a tout l'arc narratif. Ouais, de toute façon, ça va être un arc en 6 tomes, ça c'est sûr et certain. Donc là, le prochain tome, ils vont sûrement s'arrêter à la ville des types ténèbres. Le prochain tome, ça va être le type dragon. Le tome 5, ça va être le dragon. Le début de l'arc, on va dire, contre le vrai méchant. Et après, le tournoi final. Est-ce qu'ils vont adapter les 2 DLC? Je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, parce qu'en plus, ils vont sûrement devoir faire Diamant étincelant et Perle scintillante. Je sais plus c'est quoi le titre exact. Mais voilà, j'ai bien aimé. C'est vraiment cool, ça reste plaisant à lire Pokémon. J'ai pas grand chose à dire de plus, mis à part qu'il y a l'air d'avoir un délire par rapport à Bouclier, qui est un peu bizarre, parce que je me souviens pas qu'il avait perdu sa mémoire. Et c'est un peu bizarre, cette histoire-là. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Mais voilà, en tout cas, Pokémon Bouclier épée, c'est sympathique à lire. Moi j'aime bien. Maintenant, on parle de Pika, et donc tout le groupe Pika, Nobinobi et compagnie, donc le groupe Hachette, donc avec beaucoup de tomes, il y a beaucoup de sorties ce mois-ci. On va commencer par le 14e tome donc, de Shine, qui est chez Nobinobi, qui appartient au groupe de Pika. Donc Shine, le manga sur le monde de la mode, des stylistes, etc. Très très cool, là on parle un peu moins de mode dans le sens vêtements, mais on parle plus de la maroquinerie, avec les chaussures et surtout les sacs, qui devient un accessoire très important. C'est vraiment cool. Et putain. J'espère qu'on va pas attendre 20 tomes pour que la fin de la série, pour que le héros et l'héroïne ils se déclarent leur flamme. Parce que ça devient. Après, c'est parce que je suis un vieux con, hein. Mais vivement qu'ils se fassent un bisou parce que là, ça se voit qu'ils se kiffent tous les deux et qu'il y en a un qui attend que l'autre avance. C'est horrible. Mais je kiffe en même temps ça. J'attends vraiment qu'ils se déclarent parce que c'est vraiment très mignon leur relation où ils s'entraident, etc. à distance. C'est vraiment super cool. Shine, je vous conseille. C'est vraiment super bien. Un super manga. Super shonen en plus, même si c'est vendu comme un shoujo. C'est un méga shonen à lire absolument. Ensuite, je continue. Blue Lock, tome 5, donc c'est la fin de l'arc tournoi où les 5 plus mauvaises équipes s'affrontent, et plot twist, en fait, il n'y a jamais eu d'équipe A, B, C, D, c'était que des équipes qui étaient de V ou W jusqu'à Z, et j'ai trouvé cette idée tellement bien, parce que ça aurait été shonen que le héros soit le plus mauvais de l'équipe Z, affronte à la fin le meilleur de l'équipe A, mais tu te dis au bout d'un moment, c'est que l'autre machin, Ego, il est nul. Il n'a pas réussi à repérer le restant des gens. Et non, c'était super bien de faire croire à tout le monde que depuis le début, ils étaient mauvais. J'ai trouvé ça super bien. Donc là, je suis assez intéressé par la formation de ces nouvelles équipes des différentes tours et qui vont participer à des nouveaux combats, enfin des nouveaux affrontements avec les autres équipes qui se sont qualifiées comme eux aux mêmes épreuves. C'est génial. J'ai hâte de lire la suite. Blue Lock, c'est vraiment très très bien. Ensuite, le 12e tome sur 14 ou 15, je crois que c'est 15, non 14, de The Quintessential Quintuple, donc il reste que quelques tomes, on est vraiment à la toute fin, et donc déjà là, ce tome-là marque une sorte de conclusion, on va dire, une sorte de fin d'intrigue, où on va avoir à nouveau, comme pour le tome 5-6, où on voyait Futaro qui rencontrait les 5 sœurs, et qui ont voyé comment les résultats qu'elles avaient obtenus au bac ou au bac blanc ou je sais plus quoi. Là c'est pareil où il va à chaque fois les embrasser parce que ça se finit à chaque fois par un putain de bisou, une grosse galoche. Et donc ça va être ça pendant tout le tome 13 encore je pense, et après on va être sur qui est la mariée, même si je sais qui c'est. C'est vraiment super bien, clairement, même si je pense que, alors on en parlera sûrement sur le tome 14 quand j'aurai tout lu, je pense que ça aurait été encore plus pertinent de laisser une fin ouverte sur le choix de la mariée qui allait, même si c'est certain de se trouver, enfin, sans spoiler, beaucoup de gens ont dit « Ah, c'était elle, franchement, c'est n'importe quoi, qui aurait cru ?» Quand tu le sais, que tu relis tout le tome, ça se voit à des kilomètres que c'était elle depuis le début. Voilà. On parle autre chose, on parle de Orient, tome 11. J'aime vraiment pas cet arc, en fait. L'arc qu'il y a depuis 3-4 tomes, là où ils sont avec un groupe de Bushi qui affrontent le père de machin,
il me saoule. Clairement, vivement qu'il se termine. Je pense que je relirai pour peut-être me remettre dans le bain, mais j'y arrive pas à rentrer dedans, je le trouve chiant cet arc-là. Toilette Bone Hanako-kun, le tome 5, on est sur de l'inédit. Là, on est sur vraiment quelque chose qui n'était pas dans l'animé, notamment avec, alors je sais plus, c'est l'arc avec... Attends, je suis en train de relire parce que je suis en train d'essayer de me souvenir. Ah oui, c'est toute l'histoire avec le mystère du temps, qui est lié au temps, où on nous parle qu'il y a 3 esprits, je sais plus comment c'est le mystère, ils sont 3, ils maîtrisent le passé, le présent et le futur, et donc ça c'était quelque chose qui n'était pas dans l'animé, bon, en tout cas ça m'a pas marqué, mais pour moi c'était pas dans l'animé, et vraiment très très cool, j'ai hâte de voir ça, surtout que ça parle encore un petit peu de la mort, des suicides, etc. Par moments, c'est très très sombre pour un shonen tout mignon, tout public. Je trouve ça très très dur par moments. On va finir pour un shonen. To You Eternity, tome 16. Le tome 15 date un petit peu, j'avais plus tout en tête, mais on nous parle beaucoup, on met pas mal d'explications sur donc les fameux descendants de je sais plus comment ça s'appelle, qui essayaient de traquer Im depuis des siècles et des siècles pour avoir un enfant avec lui, et on voit ses descendants à notre époque qui sont maintenant dans une secte, et c'était vraiment très très dur. Ce passage-là où la gamine a été dans une secte, elle s'est enfuie, elle a eu un enfant, et en fait elle revient dans la secte à nouveau. C'était très dur à lire. The Fable tome 5, j'ai pas plus kiffé que ça, comparé au tome 4 que j'avais beaucoup aimé. J'ai un peu moins aimé ce tome 5, sympathique avec le Yakuza. En fait, j'attends surtout de voir la suite avec sa collègue, là, comment elle s'appelle, Misaki, qui est stalkée par un Yakuza. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, parce que ça fait 2-3 tomes que ça monte. À mon faut que ça pète. Et la fin des Brigades Unitaires, donc le 8e et dernier tome des Brigades Unitaires Black. Je suis un peu déçu. En fait, c'est un petit peu comme pour les Brigades Unitaires classiques. La fin, je la trouve un peu décevante. Les 7 tomes sont géniaux, et le dernier tome, t'es un peu terminé. Ok, ça fait un peu fin Osef, je sais pas, c'est un peu bizarre, je suis un peu déçu de cette fin. En fait, ça fait pas fin, c'est comme pour les brigades militaires, je trouve que ça manque ce côté fin. Je pense que ça aurait dû se terminer sur la mort du corps, ça aurait été beaucoup plus logique, où le corps est réparé, etc. Mais je pense que ça serait terminé sur la mort du corps, ça aurait été parfait. Donc avec cette fin-là, on n'a plus de série brigade militaire, donc la classique et la black sont terminées. Est-ce qu'on va avoir les spin-offs? Parce qu'en plus, à la fin, on a plein de petits fanarts des différents auteurs, des brigades militaires qui font des petites blagues, qui font des petits dessins par rapport à cet univers-là. J'aimerais bien qu'on ait au moins celui où on est dans le corps d'une femme, qui est pour moi peut-être le plus intéressant pour découvrir d'autres facettes du corps humain. Maintenant, c'est à Pika de décider s'ils vont faire une suite ou pas. Tant que j'y suis, j'ai encore d'autres choses, parce que j'ai encore d'autres trucs, j'ai pas tout pris dans la main. Alors, j'ai pas encore lu, mais j'ai l'intégralité des Eden Zero et je vais bientôt les lire. J'en parle dans quelques mes lectures en 2022. J'ai aussi Hero, donc la série où Haru, Natsu et Shiki, donc les 3 grosses séries, les plus longues séries de Mashima se réunissent dans une série. Pas encore lu, donc une fois que je serai à jour dans Eden Zero, je lirai ça. Ça a l'air trop bien, ça a l'air marrant. J'ai feuilleté un petit peu, il y a des relations de personnages qui ont l'air trop cool. Et alors, tant que j'y suis à parler de Mashima, j'ai lu et j'ai reçu le tome 4 et le tome 5, donc de l'édition intégrale. Donc le tome 4 commence plutôt avec les deux premiers chapitres, c'est la fin de l'arc précédent, où Natsu et sa bande sont sur l'île de la Lune, démoniaque, etc., qu'ils affrontent l'Empereur Zero, donc le codisciple de Grey. Donc c'est un peu dommage d'avoir terminé, de commencer sur la fin d'un arc qui aurait pu se terminer, en fait, il y a un chapitre ou deux près, ils auraient pu le foutre dans le tome précédent. Et donc, le tome 4 et la moitié du tome 5, c'est l'arc Phantom Lord. C'est tout le tome, c'est vraiment l'arc Phantom Lord, donc l'arrivée de Gagil, l'arrivée des 4 élémentaires, et donc notamment de Jobia. Génial. Donc, clairement, l'arc contre Phantom Lord, j'ai trouvé trop cool. Notamment, j'avais oublié à quel point le Makarov, le chef de la guilde, putain, il est badass en fait. J'avais oublié à quel point il était effrayant, le passage où ils arrivent, ils attaquent la guilde de Phantom Lord et qu'il y a un gros baston, et il dit ouais, les lois, machin truc, et il dit les lois humaines ne vous protégeront plus, et il fait super peur, et que, pareil, quand il arrive et qu'il vient affronter le chef de la guilde des Phantom Lord, et qu'il fait la loi des fées, il dit compte jusqu'à 3, et après il fait la loi des fées, c'était génial.
Et après, donc, après ça, on a l'autre moitié du tome 5, c'est l'histoire de Loki. C'est super cool aussi, j'avais oublié un petit peu cette histoire un peu dramatique où Loki, pendant 3 ans, il était atteint du cancer en fait. Genre, il voulait pas rentrer dans son pays et il était en train de mourir intérieurement. C'était vraiment super bien. Fairy Tail, là, pour l'instant, je suis pas déçu, même je trouve que ça monte en puissance et j'aime de plus en plus, alors que pourtant, à une époque, je crachais un peu dessus. Donc on verra quand on arrivera à l'arc de l'île Tenro, c'est là où j'avais un peu moins aimé Fairy Tail, donc on verra si je kifferai ou je vais détester. Petit tir groupé sur 3 éditeurs où j'ai eu un seul tome, donc d'abord La Voix du Tablier, tome 7, toujours aussi drôle, voilà, pas grand chose à dire de plus, c'est sympa, voilà, si vous connaissez pas, allez voir l'animé sur Netflix, même s'il n'est pas super cool, enfin super bien animé, qui reste drôle mais pas bien animé, voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus, c'est toujours aussi concon, moi j'adore. J'ai aussi le tome 2 de Teenage Renaissance David Kuhn, alors en plus on reste dans l'humour. J'ai beaucoup aimé le délire où on a l'apparition de la petite sœur de David, enfin, petite sœur, qui commence à devenir un personnage plus important dans l'intrigue et qui a un complexe de grand frère, donc le Brocon. C'est vraiment très très drôle et je kiffe toujours autant. J'aime beaucoup aussi, comment ça s'appelle, je crois que c'est Lamia, donc l'assistante, la disciple, la coéquipière donc de Goliath, et qui en kiffe sur lui et qui en fait a dit ouais, je veux être super bonne à l'école pour m'occuper de lui quand il sera plus vieux et qu'il sera nul à l'école et qu'il aura rien fait. Je trouve ça génial. Donc Teenage Renaissance David Cohn, ou Teenage Renaissance tout court, c'est vraiment super drôle, je vous conseille. Et on termine avec Interspecies Reviewer, je continue cette série. Là on est sur vraiment le dernier tome qui a été adapté en animé. Et par moments c'est quand même hyper vulgaire, enfin hyper trash. Notamment la première histoire qui m'a marqué, où ils sont avec des centaures, et le centaure dit ouais, là on est un petit peu en chaleur, ça vous dirait pas qu'on fasse crac crac? Et dit il faut mieux qu'ils font ah ouais, ok, ouais, je te prends toi parce que t'as un gros bras. Comment ça, gros bras? Et ils se retrouvent à foutre le bras dans le centaure. C'est dégueulasse. Et elle dit bah mais le problème c'est que vous avez des petites quéquettes et nous on est habitués au cheval, donc aux chevaux plutôt, donc les petites quéquettes comme ça ne fait rien, donc il nous faut des avant-bras. Je trouve ça génial, et qu'à la fin en plus t'as l'explication sur le mec qui dit ouais, faut aimer un petit peu fister les filles parce que bon c'est quand même chelou quand même cette pratique. Je trouvais ça vraiment génial. Et y a, on a un petit délire avec les anges à la fin du tome où l'ange retrouve un de ses congénères et que lui aussi il a envie d'un petit peu tremper le biscuit là, quand il dit t'as réussi à casser ton auréole, t'as fait comment, et qu'il balance son auréole pour la casser. J'ai trouvé ça énorme. Donc Interspecies Reviewer, si vous connaissez pas, c'est pour les 18 ans et plus, mais c'est génial. Moi, je pleure de rire à chaque tome, c'est tellement con. On parle maintenant de Meian avec le tome 6 de Grand Blue que j'ai lu il y a début décembre, donc j'ai plus tout en tête, mais c'est l'arc, le tome où ils vont au festival de l'université pour filles, où il y a donc leur senpai et leurs camarades qu'ils appellent pot de peinture. Vraiment très très cool. Alors tout le chapitre où ils essayent de négocier avec Chisa pour récupérer son pass pour rentrer à 5, et ils galèrent un petit peu, c'est vraiment stylé. Mais ce que je retiens le plus, c'est quand il y a pas Yori, l'autre, son pote Otaku, qui veut absolument aller à pas un concours de cosplay, mais non pas un karaoké, un concert, j'avais plus le mot. Et à la fin, Yori rencontre la chanteuse et qu'elle se fout un peu de sa gueule, et Yori dit non mais toi t'es vraiment une pétasse, et lui jette son soda à la gueule et dit non, il a beau être bizarre, c'est comme notre ami et on le respecte pour ça. J'ai trouvé ça tellement shonen, tellement bro, etc. C'est vraiment super bien. Et j'ai aussi le tome 11 et le tome 12, parce que j'en lis un toutes les 2 semaines, ouais, mais le problème c'est que c'est passé 4 semaines depuis les années lecture, donc j'ai lu aussi le tome 12. Le tome 11, il est surtout marqué par un gros combat, c'est celui contre ce personnage-là, qui est donc un champion de boxe thaï, ou boxe je sais plus quoi, ou de Krav Maga, ou je sais plus quoi. Je crois que c'est de la boxe thaï, si je dis pas de bêtises. Je vous dis plus exactement d'où il vient. Qui affronte un pêcheur. Et le pêcheur, j'aime bien, il a un gros ventre, grosse dégaine de gros darons, qui fout des grosses queues là, qui pêche des poissons, qui les ramène qui va pêcher l'orque à la main dans la mer. Je trouve ça génial. Le combat est vraiment stylé, même si tu sens quand même qu'il y a un déséquilibre de puissance, parce que il a beau être stylé, le pêcheur, tu sens que c'est pas un combattant à la base, c'est juste un gros mec qui fait de la grosse baston, qui coupe des bûches, qui coupe des arbres avec ses poings, et c'est tout. Et après on a un combat entre un mec super rapide contre le représentant de Mickey Mouse, et qui se fait one shot. C'est un petit peu dommage. Et dans le tome 12, on a, alors je sais plus c'est quoi le combat exactement, ah oui, on a le mec, le surhomme qui affronte
une sorte de Kenshiro barbu. Et le combat, bon, pareil, encore une fois, à sens unique. Tu sens vraiment la différence. Il y a des combats où tu sens vraiment que les mecs, ils sont pas au même niveau. Et pareil, on a aussi le combat contre ce type-là qui fait partie d'un groupe de combattants légendaires qui ont affronté les Chinois pendant la guerre chino-japonais au début du XXe siècle. Qui dit ouais, c'est l'élite, etc. Qui affronte donc le grand rival de Homa, donc le mec aux cheveux longs. Et pareil, il se fait boxer. Alors, j'adore la couverture où en fait tu vois, donc il fait partie d'un gang, d'un clan, et il y a une meuf de son clan qui met sa tenue. Je trouve ça génial. Moi, à chaque fois, les sous-couvertures me font tellement rire. Et j'ai déjà reçu le tome 13, 14, 15, 16. Donc pareil, j'en lirai un tous les 15 jours. Donc ça arrivera un lecture sur deux ou tous les lectures, on verra. Mais en tout cas, j'essaye de conserver le plus possible parce que finalement, j'ai lu le tome 12 il n'y a pas très longtemps. Et j'ai déjà les suivants. Ça, c'est génial. Au moins, j'aurais pas cette attente de lire les 4 tomes d'un coup et de dire pendant 2 mois, être en train de... Enfin, vivons la suite, vivons la suite. Là, au moins, c'est parfait. Ce rythme de 1 tous les 15 jours, je le garde. C'est trop bien. On arrive quasiment à la fin, et maintenant, on va parler de Glénat, avec tout d'abord le 23e tome de Inomaru Sumo. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire en plus, comme d'hab. Le combat au début est stylé. J'ai surtout été marqué par le passage où t'as donc sa copine Reina qui l'amène dans un love hotel et qui discute à Walp. C'était vraiment stylé, surtout là, au moment où il regarde la vidéo sur la mère de Inomaru, qui était vraiment très touchant. J'ai bien aimé, c'est bien, mais franchement, j'aimerais bien que le manga se termine prochainement. Il reste quelques tomes, j'espère qu'on va pas attendre encore 2 ans pour avoir la fin, parce que ça devient un petit peu long. Hein. Le manga se termine il y a déjà 2-3 ans au Japon, ça devient très très long, hein, au bout d'un moment. Dr Stone, tome 18... intéressant ce nouvel arc où en fait il y a un autre, enfin il y a de toute façon, enfin pas l'opposé mais le miroir, on va dire ça comme ça, de Senku, donc un autre scientifique qui a aussi conservé sa mémoire pendant 3000 ans, qui crée aussi un royaume scientifique, etc., qui s'est entouré d'amis et de compagnons. Donc là c'est vraiment un mec qui est comme Senku, qui est un scientifique, mais lui qui a des visions différentes de la science. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, il avait affronté Tsukasa, qui lui était l'opposé de lui, parce que lui il pensait que à la puissance physique, que à la force, et pas à la science. Il y a des adversaires comme ça, et là, il affronte quelqu'un qui est comme lui. Et là, c'est intéressant de voir comment il va se dépatouiller de ce personnage-là, et comment ils vont le vaincre, et comment ils vont en faire un allié. Et j'ai lu le tome 6 de Blue Giant Supreme, donc avec toujours les péripéties, ils sont toujours en Allemagne, où ils vont faire les petits troquets, ils vont faire les petits bars, etc., pour promouvoir leur groupe, et notamment il y a le passage où tu as le pianiste qui rencontre un de ses copains de concert, etc., rivaux, et qui font un petit concert à deux, c'est génial, et donc le groupe devient un peu plus connu. Voilà, Blue Giant, je kiffe toujours autant. On reste dans le monde de la musique avec Beck, tome 2. J'avais moyennement aimé le tome 1. Et le tome 2, je le trouve génial. Là, je comprends pourquoi les gens ils kiffent la série. Le tome 2, enfin, donc c'est le tome 3-4, super bien. Là, je sens qu'il y a une marche qui a été gravie. Je sens que là, d'un coup, le manga est vraiment devenu beaucoup mieux. Notamment tout le délire où t'as le héros qui casse une guitare et qu'il y a des mecs de sa classe qui sont en train de l'embrouiller, qui disent ouais, tu vas devoir la repayer, etc., etc. Et qu'il a un peu, il a les fois, et je me dis, ça va se terminer avec son pote qui va tabasser les petits délinquants et qui va leur dire je vous montre c'est quoi une vraie racaille, un mec qui vient de New York, qui a tenu un gun, etc. Ça, j'attends ça, je pense que dans le prochain tome qu'on va voir ça. Et j'aime beaucoup aussi comment le héros, donc j'ai oublié son nom, excusez-moi, Yukio, il a une relation particulière avec la sœur de Ryosuke, et comment Ryosuke dit tiens, protège-toi. Et il lui donne une capote, et je me suis dit waouh, quoi. Et que un moment, donc il continue à discuter avec la fille, ils vont chez lui, et que sa capote tombe, et qu'elle a dit t'es sérieux toi? Elle lui fout une grosse queue-claque et elle se barre. Pas de bol. Peut-être qu'il aurait pu conclure, hein, mais on sait pas. En tout cas, Beck, j'ai trouvé ça super bien. Tant que j'y suis, j'ai lu le tome 22 de Jojo Lion, donc Jojo Bizarre Adventure partie 8. L'animé sur Netflix de la partie 6 est vraiment super cool, même si c'est pas le mieux animé de toute la série. Je trouve que visuellement, c'est pas le plus beau, mais j'ai quand même kiffé, j'ai quand même pris du bon plaisir à regarder cette série. En fait, Jojo, je crois que j'ai compris un truc avec Jojo. C'est un peu comme One Piece, faut être investi. One Piece, j'apprécie le manga parce que je suis investi dedans. Je connais plein de personnes, je connais beaucoup de personnages, je me souviens de plein de choses. J'arrive à kiffer One Piece. Jojo Lion, vu que j'arrive pas à me souvenir de tout, chaque tome, je suis un peu c'est un calvaire en fait à lire, dans le sens où je suis pas assez investi dans la partie pour me souvenir de tous les personnages, de me souvenir de toutes les sous-intrigues, ce qui fait que je lis le tome et je suis un peu en mode ok.
et c'est un peu dommage. Pourtant, j'ai relu la partie 8 en intégralité il y a un an, mais là, déjà, je me souviens de tous les 15 premiers tomes, mais après, là, les 3-4 derniers tomes, j'ai un peu moins... Ça reste un peu moins en mémoire, c'est un peu dommage. J'ai aussi lu, pendant le calendrier de l'Avent, je me suis lu l'intégralité de Alice in Borderland. Donc les 8 premiers tomes, c'est plus ou moins la saison 1 qui est sur Netflix. Et donc après, c'est 10 tomes inédits. Et les 10 tomes inédits, what? C'est génial. Alors, je suis un peu déçu que j'aurais aimé voir plus d'épreuves, plus de choses avec d'autres personnages. Après, c'est juste un choix personnel. La fin est assez particulière. Surtout qu'en plus, il y a une suite. Et donc, je vais un peu dire, comment tu fais une suite après une fin comme ça? Et bon, ça reste quand même, voilà, le choix du méchant final est logique par rapport au délire de Alice in Borderland, donc le parallèle avec Alice au Pays des Merveilles. Donc, le grand méchant, c'est la Reine de Cœur, hein, comme dans le bouquin, donc la Reine de Cœur, etc. Donc, c'était logique. Et j'avoue que les affrontements sont vraiment stylés. Tous les visages, hein, des cartes, donc les valets, les rois et les dames, les affrontements sont très très cool, mais il y a des personnages qui servent pas à grand chose, notamment je pense au combat contre le valet de cœur, et donc tu as 2 personnages qui sont introduits et qui ne servent à rien en fait. Tu ne lis pas ce passage-là, ça ne change absolument pas l'intrigue de l'histoire. Alors qu'il y a, en fait, il y a plein de... En fait, c'est toutes les intrigues qui s'appellent spécial quelque chose, tu les lis pas, ça change rien au manga, parce qu'en fait, il y a des personnages qui sont introduits qui ne servent pas à grand chose dans la suite de l'histoire, et ça, c'est un petit peu dommage. C'est juste mon avis. J'ai aussi... alors, on va rester maintenant, c'est sur les 2 gros pavés qui sont sortis. C'est Demain les oiseaux, donc de Osamu Tezuka. J'ai encore un autre Tezuka qui traîne en plus, je crois que je vais en parler après. Putain, il y a beaucoup trop de bouquins. Donc Demain les oiseaux, donc, qui était attendu depuis quelques temps. C'était un des trucs qui avait été annoncé dans le tiraba ici depuis tout début, donc les 3 Adolphes et Ayako. Je connaissais pas du tout. Je pensais lire un truc totalement différent. Et c'est une sorte de planète des singes, mais avec des oiseaux, mais on suit pas une intrigue, mais on suit plus ou moins des histoires sur une large période sur une planète où les humains ont été chassés, enfin, ont redevenu une espèce idiote, et que les oiseaux sont devenus l'espèce dominante. Comme la planète des singes avec les singes et les humains, etc. Sauf que c'est des oiseaux. Mais, et on suit pas une histoire sur 400 pages, mais on suit plein d'histoires. Puis on va dire, au début on est sur le Moyen-Âge des oiseaux, et on arrive sur l'époque moderne des oiseaux, où c'est vraiment le futur, etc. C'est vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé. Alors, si t'aimes pas le délire Tezuka anthropomorphisme, tu vas pas du tout aimer, parce que c'est vraiment que des hommes-oiseaux, et c'est des fois très particulier, surtout comment il joue un petit peu avec le délire des herbivores et carnivores qu'il y a entre les rapaces et les oiseaux classiques. C'est vraiment super bien, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi Go-Go Monster. Putain, ils ont enfin sorti ça fait des années que j'attendais Go-Go Monster. Il reste plus que 2 titres de Taiyo Matsumoto chez Delcourt qu'on attend. Donc c'est Le Printemps Bleu et Frères du Japon. J'espère qu'ils vont les rééditer. Je croise les doigts. Go-Go Monster, c'est très particulier parce que, en fait, c'est un bouquin dans un coffret, mais en fait, le coffret est important parce qu'en fait, le bouquin commence là, à la couverture. Et tu tournes la page, et là, tu es déjà sur la 2e page du bouquin. En fait, le manga commence dès la 2e de couverture. Et ça continue. Alors, il termine, vous inquiétez pas, il se termine pas là. Il se termine un petit peu avant. Mais c'est vraiment super bien. Alors, on est sur du Taiyo Matsumoto assez classique, dans le sens où c'est une histoire d'enfant, d'enfant perdu, qui va grandir, etc., qui va se découvrir, qui est le passage, on va dire, à l'âge adulte, mais dans le sens où il passe de l'enfance à l'adolescence. En plus, le bouquin se compose de 4-5 chapitres qui sont donc les saisons. Non, c'est les saisons, on a printemps, été, automne, hiver, et on revient à la fin au printemps, où c'est la rentrée scolaire, et donc le héros change de classe et donc devient plus grand. C'est vraiment super bien. Alors, il y a des gros délires où il y en a un qui voit le héros a des amis imaginaires, donc qu'on voit ici, et en fait qu'on voit jamais dans le bouquin en fait. Donc c'est suggéré qu'en fait, est-ce que c'est vrai qu'il y a des amis imaginaires? En fait, je pense que non. Ou est-ce qu'il a juste un pet au casque, ou il a trop d'imagination plutôt. Voilà. C'est vraiment super bien. C'est pas mon Taiyo Matsumoto préféré, mais voilà, je l'attendais, je l'ai pris et j'étais content de l'avoir. J'ai dit que j'avais un Tezuka, j'ai Alabaster. Alors j'ai 2-3 bouquins de Fullable, l'éditeur, qui traînait dans ma palle depuis belle lurette. Et comme j'ai lu Demain l'Humanité qui avait été réédité, je dis peut-être lire les autres bouquins qui traînent dans ma palle depuis longtemps, donc Alabaster et l'autre c'est... excusez-moi, j'ai plus le titre en tête, est-ce que je vais le voir là?
Non, ils sont pas là. Dommage. Mais ouais, je sais plus, j'ai Avalé par la Terre, qui était réimprimé, et j'ai La Grande Bataille de la Diletta, c'est ça, c'est le bouquin que j'ai aussi, donc il me reste encore ces deux-là à lire, et j'aurai tout lu, le catalogue de Feuille que j'ai, parce qu'il reste encore Néophoste et encore un autre bouquin, je crois que c'est L'Homme qui aimait les fesses, j'espère qu'ils vont être réimprimés. Alabaster, c'est violent. En fait, on suit donc ce personnage-là, qui est un Afro-Américain, un grand sportif, etc., qui tombe amoureux d'une fille, et la fille lui dit « Oh, Nectaras, t'es noir, je t'aime pas ». Gros raciste à l'époque, hein. Et donc il se retrouve, il commet en fait, on l'accuse d'un crime qu'il n'a pas vraiment commis. Il se retrouve en prison, il rencontre un scientifique qui lui dit hey, j'ai inventé une machine qui pourra devenir invisible. Donc il devient cette créature un peu bizarre. Il rencontre une fille qui est un peu comme lui, etc. Donc gros délire, après ça devient un délire de gangster. Il y a Rock Holmes, qui est un personnage récurrent dans les œuvres de Tezuka. C'est la première fois que je le découvre dans une œuvre qui apparaît, où il y a une scène de viol avec lui qui est quand même très violent, mais le manga en lui-même est très violent en fait, hein. On n'a pas l'impression, mais il y a un passage de viol, il y a des meurtres, il y a des morts. C'est dur, hein. Franchement, c'est pas le Tezuka le plus friendly, mignon, tout ça que j'ai lu, hein. C'est peut-être des plus sombres avec Ayako et les Trois Adolphes, etc. Et franchement, je vous conseille, si vous connaissez pas, alors même je crois qu'il est plus trouvable facilement, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, on va terminer avec un tir groupé sur de la bande dessinée. Déjà, j'ai le dernier numéro de Mutafukaz 1886, donc avec le petit coffret qui va bien. Très particulier ce dernier numéro, je m'attendais pas à cette conclusion-là, où donc tout le monde se fait tuer. Donc j'ai hâte de lire la suite, enfin donc la saison 2 de Mutafukaz, et en espérant peut-être qu'on ait des explications par rapport à ça, parce que là j'avoue que je termine Mutafukaz 86 là-dessus. Oui, ok, alors peut-être me relire les 4 numéros, enfin l'intégralité un de ces 4, pour j'ai peut-être raté quelque chose, mais en tout cas, voilà, c'est super bien, et j'adore les fascicules comme ça, les recevoir après les collectionner dans un petit coffret, je trouve ça génial, donc si vous connaissez pas, foncez, alors oui, en plus il y a un petit truc qui bloque, c'est l'enfer, on va passer, je vais le ranger ça après, on va passer à d'autres BD, alors tout d'abord, j'ai Frankenstein de Georges Bess, qui est sorti il y a 1 an ou deux, Dracula, donc il avait dessiné en noir et blanc entièrement, il avait repris l'histoire donc de Dracula par... j'ai plus le nom de l'auteur, excusez-moi, qui était vraiment super bien. Frankenstein, je connais pas l'histoire de Mary Shelley, donc je sais pas à quel point il est fidèle, parce que je sais pas du tout l'idée que je me faisais des quelques passages que j'ai étudiés au collège, mais c'est super bien. Frankenstein, alors moi, Frankenstein dans ma tête, c'était une créature où il y avait un assemblage d'êtres qui étaient, entre guillemets, beaux, donc des beaux yeux, des beaux nez, etc. Mais le truc, c'est qu'ensemble, ils étaient moches. Et alors là, c'est juste un corps qui est un petit peu cadavérique, qui fait un peu peur. Alors peut-être que j'ai une connerie, hein. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé. Visuellement, c'est super bien dessiné. L'histoire est cool. Après, comme je connais pas le roman, je sais pas à quel point il a pris la liberté ou à quel point c'est fidèle. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. C'est une super BD, en tout cas, que je conseille à ceux qui sont intéressés. Ensuite, je pose ça là. J'ai Conan, le 12e tome donc, de la collection Conan le Cimérien, donc l'heure du dragon. Alors, Glénat était très malin, ils ont fait un petit autocollant avec, par le scénariste de Elric, qui est une super BD que je vous conseille, qui adapte le roman Elric, et par Valentin Séché, qui dessine 4 des 8 bouquins de Métabaron, donc le 3e cycle de Métabaron, qui est un dessinateur qui dessine super bien, et c'est un putain de bouquin. Là, c'est le plus gros de la collection Conan le Cimérien, je crois qu'il fait 80 pages, c'est énorme, il est 2 fois plus gros que les autres. Donc il est énorme, l'histoire est vraiment... ça va dans tous les sens, on passe par plein de moments où Conan est un roi, un guerrier, il devient après un pirate, enfin, il se passe pas mal de choses, c'est génial, c'est un peu dans tous les sens, c'est un peu bordélique. Après, j'ai pas lu la nouvelle, donc peut-être que la nouvelle est tout aussi bordélique, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment dessus, c'est vraiment un super bouquin, je commence à plus avoir de voix. La fille de Vercingétorix, donc c'était le dernier bouquin qui me restait de Astérix à lire, donc par Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. C'est pas mon histoire préférée, clairement, sur les 5 que j'ai, donc les 5 bouquins de ce duo, je pense que la Transitalique et le Griffon, c'est les meilleurs. Je pense qu'il va juste derrière celui-ci, c'est le 3e. Je pense que ceux que j'ai le moins aimé, c'est quand même le Papyrus de César et les Pictes, qui sont pour moi les moins bons, mais en même temps, c'est les premiers, donc ça veut quand même dire qu'ils ont quand même fait du bon boulot jusqu'à après, mais
pour moi, le meilleur actuellement, c'est la Transitalique, qui je trouve qui est vraiment super bien. Donc, la fille de Vercingétorix... Ah, j'ai plus de voix. La fille de Vercingétorix, donc comme son nom l'indique, on va suivre la fille de Vercingétorix, qui a été recueillie par deux FARC, donc qui est le Front de Libération des Gaulois. Donc, ça n'a rien à voir avec notre groupe militaire, indépendantiste, etc. Je suis un peu juste déçu parce que, en fait, on nous dit que Abracorix, le chef, et Ashkanonix, le doyen du village, ont connu Vercingétorix, et je me dis, ça aurait été tellement bien qu'on ait un petit flashback d'une ou deux pages où tu les vois en train de garroyer avec Vercingétorix contre César, mais en mode jeune, musclé, beau gosse, et sans potion magique. Ça aurait été stylé, mais ils n'ont pas fait ce choix-là. Moi, j'aurais fait ça, juste une page ou deux, de raconter un petit peu l'âge d'or des Gaulois sans potion magique, ça aurait été stylé. C'est un choix. Et donc le dernier bouquin dont je vais parler dans cette lecture, c'est un énorme pavé. C'est l'intégrale en 1000 pages, je crois, de Lock and Key, qui est chez AI Comics, donc les mêmes, derrière le même papa que Mangetsu. J'avais vu la série, la saison 1 et 2 de Lock and Key, qui adapte plus ou moins le bouquin, mais en fait... le comics a un seul et unique méchant, qui est un peu le méchant de la saison 1 et 2, mais la saison 3, enfin la saison 2, à la fin, introduit un nouveau méchant, qui n'est pas dans le comics, et donc là, à partir de la saison 3, ça va être de l'inédit, donc je suis assez curieux de voir la suite, parce que je trouve même, la série, le comics c'est bien, mais en fait, la série reprend les idées, les réadapte d'une autre manière, par rapport à son format, notamment la clé de tête, où dans le comics, en fait, tu mets ta clé dans ta tête, et ça ouvre une porte dans ta tête. Là où dans la série, ça fait un peu bizarre d'avoir ta tête qui s'ouvre, c'est juste t'as une porte qui apparaît et tu peux rentrer dans ta tête. Je trouve ça génial. Il y a plein d'idées qui sont reprises, qui sont modifiées, qui sont améliorées, que je trouve, et il y a d'autres idées dans la série qui sont pas dans le comics, qui sont vraiment bien, notamment la clé de maison, où donc tu as une modèle réduit de ta maison et tu peux modifier des trucs dedans, mettre des trucs genre t'as un gros gobelet dans ta main, tu le fous dans ta maison, donc c'est un gobelet gigantesque. Je trouve ça génial, qui est pas dans le comics, et le comics c'est vraiment bien. Par contre voilà, faut aimer avoir des gros pavés. Ça se lit super bien. Moi, en tout cas, j'ai lu ça en une semaine. C'est vraiment super bien, un tome par jour. J'ai kiffé. Donc, je vous conseille. Si vous ne connaissez pas, regardez la série sur Netflix qui est super bien. Et le comic, c'est super bien aussi. Donc, on va se quitter là-dessus. Moi, j'ai plus de voix. Je suis destroy. Ça fait plus d'une heure que je tourne. Là, j'ai plus de voix. On se retrouve dans quelques jours pour la vidéo bilan top 10 de mes mangas préférés de l'année 2021 et mon top 10 des animés de l'année 2021, avec aussi votre top 10 manga et animé, et vos attentes 2022 manga et animé. Sur ce, on va se quitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord, Instagram. Je suis aussi sur TikTok depuis quelques temps. J'ai posté quelques vidéos. Et je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.